Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes consacrées à l'éducation de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national. Voici le sommaire de cette toute nouvelle émission. À vos marques, prêts, feu. Créer Skill & You organise son événement annuel qui célèbre l'apprentissage, une 12e édition qui va mettre une fois de plus les apprenants dans des conditions réelles auprès d'acteurs de la formation. Bien se former, vous le savez, c'est essentiel. Se former à distance, c'est possible. Comment fonctionne le campus Skill & You? Comment s'articulent les formations? Élément de réponse avec nos deux invités dans un instant. Et puis l'apprentissage, ça marche. Reste encore à se former dans un secteur avec des débouchés. C'est mieux. Quels sont les métiers pénuriques? Quels sont les métiers d'avenir? On se pose toutes ces questions dans un instant. On y va. Et je vous présente sans plus tarder mes invités. On commence avec Alissa Kutman. Bonjour Alissa. Bonjour Patrice. Merci d'être avec nous. Responsable de pôle pédagogique chez Skill & You. Et on est également avec Fares Arab. Bonjour Fares. Bonjour Patrice. Merci d'avoir accepté notre invitation. Directeur marketing et commercial et membre du CODIR, le comité directeur effectivement de Skill & You. En quelques mots, Skill & You, c'est quoi? Skill & You, on est un acteur leader historique de la formation professionnelle à distance. Concrètement, on propose 160 formations à distance, accessibles à tous, partout sur le territoire, avec pour objectif principal de préparer et de former soit des diplômes d'État à des certifications ou des titres professionnels. D'accord. Ça a été lancé quand? Ça a été lancé dans les années 2000. D'accord. Donc il y a maintenant une vingtaine d'années. Oui, on peut le dire, mais presque 25 ans. Ouais. C'est ça, exactement. Et on regroupe une 12 écoles digitales spécialisées qui couvrent des secteurs très variés, dont certaines de ces écoles sont centenaires. D'accord. Presque 25 ans et déjà 12 ans de concours. Le concours Top Skill, vous remettez ça? C'est reparti. Oui, exactement. C'est quoi la recette du succès chaque année? Effectivement, on a l'impression que c'est un véritable événement pour l'école. Complètement, c'est un événement incontournable pour l'ensemble de nos apprenants. Donc l'idée, effectivement, est de venir mettre en avant leur savoir-faire, leurs compétences. Donc Top Skill, c'est vraiment un événement qui, initialement, avait été lancé par notre école spécialisée Lignée Formation. Et progressivement, on a pu l'étendre à toutes nos écoles en rajoutant, effectivement, des filières et des secteurs dédiés. Allez, je vous propose de vous plonger dans l'ambiance de Top Skill, de ce concours, de cet événement annuel, effectivement, de Skill & You. Ambiance, ça donne ça. Voilà, j'ai envie de dire chaleur, bonheur. Le leitmotiv, c'est de laisser libre cours à sa créativité. Complètement. De mettre en avant, effectivement, sa créativité tout d'abord. Ouais. Et également, je dirais, de pouvoir, en fin de compte, tester, de pouvoir... Pouvoir tester, oui. Pouvoir tester, effectivement. De les challenger, j'imagine que... Oui. Alors, c'est une chose d'apprendre, c'est une chose de se former, mais de les mettre comme ça, en conditions réelles, c'est encore autre chose. C'est ça. Fares ? C'est ça. L'objectif principal, c'est pour nos apprenants et pourquoi c'est intéressant pour eux, c'est de se challenger, de se surpasser et de réaliser un projet collectif dans les conditions du réel. Ouais. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la formation à distance chez soi, on n'est pas dans des ateliers pratiques ou un projet individual. Ouais. Là, on est sur un événement où... Et du coup, il y a un peu de pression. La pression, elle est énorme. D'où les sourires à la fin. Je pense que tout le monde est un peu... Voilà, c'est la fête, tout le monde est un petit peu soulagé. Exactement. Donc, les apprenants, quelque part, il y a une thématique qui a été sélectionnée. Donc, c'est un fil conducteur pour les différents projets. Flashback, retour, voyage vers le futur. D'accord, ok. Retour vers le futur, c'est ça? Pardon, donc flashback, voyage à travers les époques, pour être tout à fait précise. Ouais. Donc c'est le fil conducteur en fait de ces différents projets pour les apprenants.
on représente en fin de compte différentes filières. Alors quelles sont les filières représentées? Les filières représentées, donc initialement, on était sur les secteurs mode, effectivement. Ouais. On a pu étendre au-delà du secteur mode avec la coiffure, le maquillage, le graphisme, l'art floral et également la photographie. Donc les apprenants, tout au long des 4 derniers mois, ont pu préparer donc, ce projet en lien avec le fil conducteur et accompagné également par nos formateurs de chaque secteur. Cet accompagnement passe par des classes virtuelles, par des ateliers également, des ateliers pratiques en présentiel. Ouais. Et le jour J, ils sont au vif. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est vrai que j'entends moi formation à distance et on sait maintenant en 2025 que ça marche en France et pas seulement, mais avec cet événement, j'ai quand même le sentiment qu'on apprend à composer et qu'on apprend à travailler en équipe. Exactement. C'est l'objectif de ce projet. L'objectif de ce projet, ouais. L'objectif de ce projet, c'est de travailler en équipe et c'est aussi de mettre en application les compétences qui sont acquises dans le cadre de la formation à distance. Je pense qu'il y a souvent une question qu'on a, c'est comment on peut allier formation à distance et métier manuel. Oui. Et donc ça, c'est la question intéressante. Et de fait, ça marche. Et donc l'exemple de TopSkill permet d'illustrer comment des apprenants développent leurs compétences et les restituent en collectif devant une centaine de personnes qui participent à l'événement dans des conditions du réel. Et aussi, on peut donner un indicateur, c'est qu'on a sur ces métiers manuels un taux de réussite aux examens d'environ de plus de 90%. D'accord. Comment ils vont être jugés? Parce qu'on a dit que c'était un événement, mais que au final, c'est un petit concours quand même. Il faut quand même un petit peu leur mettre la pression, qu'ils aient un peu les mains dans le cambouis. Il y a un jury, en fin de compte, composé de professionnels, également composé des formateurs et quelques membres du CODIR également, pour avoir un éventail de retours. À l'issue, l'ensemble des apprenants sont récompensés pour le travail fourni tout au long de l'année, avec des lots, effectivement, étant donné que ça reste un concours avec des lots plutôt dégressifs. Ouais. Donc, au-delà d'un concours, en fin de compte, TopSkill, c'est vraiment un événement professionnalisant parce qu'à l'issue, il y aura également un cocktail, donc ils pourront échanger avec les professionnels du secteur, avec les formateurs, et c'est un véritable tremplin vers l'emploi. C'est un véritable tremplin, c'est vrai? Oui, effectivement. C'est un moment, ça vous leur expliquez au moment où justement ils doivent... c'est ce qu'on leur explique au début. On a parlé du challenge de surpasser de ce projet collectif, ils ont tout à gagner, c'est aussi pour eux l'occasion et l'opportunité de prendre confiance en eux. Parce qu'ils vont travailler dans des conditions du réel et que sur ces métiers-là, on a une grande partie de nos apprenants qui ont un projet aussi de lancer et de monter leur entreprise derrière. Et donc le fait de réaliser ce projet, c'est quelque chose qui leur permet d'avoir confiance en eux et de voir l'avenir de manière plus sereine. Pour ceux qui veulent rejoindre le monde de l'emploi, c'est aussi une ligne à mettre en avant sur son CV et c'est un facteur de différenciation. Vous avez suivi d'ailleurs certains de vos élèves, certains de vos apprenants qui ont par la suite réussi à monter leur entreprise? Oui, complètement. Des exemples en tête, ouais. Donc, exactement, on peut citer par exemple, je peux en citer 2. La première, c'est une apprenante, c'est Elisa. Elle a participé à l'édition TopSkill 2021 dans le cadre de son CAP fleuriste. Et depuis, elle a monté son entreprise qui s'appelle les Irrésistibles. Les Irrésistibles. Je comprends le jeu de mots. Les Irrésistibles. D'accord. Pas facile à dire, mais j'ai bien trouvé le nom. Ouais. C'est exactement ça. Et du coup, aujourd'hui, elle travaille pour qui? Elle fait quoi? Alors, elle a monté sa propre entreprise. Donc, elle travaille à son compte, dans ce cas des Irrésistibles. Et c'est dur. C'est les Irrésistibles avec de l'iris, en fait. Ouais, bah oui. La fleur. Voilà. Et donc, en fait, elle réalise des compositions florales dans le cadre d'événements et dans l'événementiel. Donc, clairement, elle met en pratique ce qu'elle a pu acquérir pendant sa formation et ce qu'elle a pu démontrer, toutes les compétences qu'elle a pu démontrer lors de TopSkill. Et deuxième exemple? Alors, le deuxième exemple est plus récent. Je vous écoute, vous m'avez dit 2. Ouais, il y a 2. Vous m'avez promis 2, il faut délivrer 2. Exactement. Alors, le deuxième exemple, c'est Kunju. Kunju, elle est lauréate TopSkill 2023. Donc c'est elle qui a gagné le défilé de mode. Et donc là, elle est en train de travailler sur son projet de création d'entreprise également pour créer une entreprise dans le secteur de la mode. Et d'ailleurs, elle participera. Donc tout à l'heure, Alissa a parlé du jury TopSkill. Donc pour l'édition 2025, Kunju sera avec nous pour justement définir qui sera le ou la future lauréate et faire ce passage de flambeau. Alissa, c'est à ce moment justement que les différents apprenants vont rencontrer les anciens lauréats ou d'anciens élèves, ou ils peuvent les rencontrer un petit peu plus tôt? Est-ce qu'il y a des interventions dans l'année de certains élèves? Comment ça se passe avec les alumni, si je puis dire, avec les anciens? C'est surtout lors de l'événement qu'ils vont pouvoir se rencontrer, étant donné qu'on est sur de la formation à distance et qu'ils peuvent pouvoir échanger effectivement sur différents réseaux. Mais là, c'est l'occasion vraiment de visualiser, de mettre un visage sur un nom, au-delà effectivement des interactions ou des échanges qu'ils peuvent avoir lors de leur classe virtuelle notamment. On a parlé beaucoup avec vous de la création d'entreprise, c'est l'un des objectifs aussi. Est-ce que dans vos formations, il y a des modules
spécialement justement qui sont focalisés sur la création d'entreprises, ou ça, ils vont apprendre un peu sur le tas, ils vont apprendre par la suite? Non, complètement. Nous proposons en fin de compte ce qu'on appelle des spécialisations, donc des modules plutôt courts, effectivement, destinés à se préparer, à se lancer avec les différents modèles économiques. Donc sur cette partie, on a bien un module de formation spécifique, avec une partie synchrone, une partie également en asynchrone, où on va pouvoir retrouver des contenus sur notre plateforme, mais également des classes virtuelles et un coaching, je dirais, au plus fin, avec des formateurs également indépendants de leur côté. Fares, vous avez le sentiment que c'est de plus en plus demandé, justement, cette spécialisation, le fait qu'il y a peut-être de plus en plus de jeunes, aujourd'hui en 2025, qui souhaitent créer leur propre entreprise? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, sur nos apprenants, on a à peu près 30 000 apprenants qui rejoignent Skill & You chaque année. Combien? 30 000. 30 000. 30 000 apprenants. D'accord, je préfère redemander, parce que c'est beaucoup. Exactement, non, c'est aussi l'avantage. Sur le défilé, ils sont beaucoup moins nombreux, on est d'accord. Oui, sur le défilé, on a pu sélectionner 30 apprenants. C'est une trentaine, quoi, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est 30 apprenants et c'est une restitution de 30 000 chaque année. 30 000 apprenants chaque année qui rejoignent Skill & You. Et parmi ces apprenants, il y en a à peu près 25% qui ont un projet de création d'entreprise. Et nous, comme on aime le dire en interne, on a une signature, on dit souvent ce qui compte, c'est la suite. Au final, la formation, c'est bien. On prend de la formation utile, mais ce n'est pas une finalité. La finalité, c'est le projet. Et ce qu'on veut, c'est donner vie au projet de l'apprenant. Et donc, les apprenants qui souhaitent créer leurs entreprises, comme le disait Alissa, on les accompagne au travers de ces modules de coaching vers la création d'entreprise. Et les autres qui souhaitent tout simplement retourner vers l'emploi, on a également des modules pour les accompagner sur cette thématique. D'accord. Comment vous avez dessiné justement vos formations? J'ai quand même le sentiment que vous ne faites pas de la formation pour faire la formation, mais que vous faites de la formation justement dans les secteurs un peu en tension, si je puis dire. C'est aussi votre sentiment? Pour répondre à une demande, pour qu'ils puissent trouver du travail derrière. C'est exactement ça. On est positionné sur, comme je vous le disais tout à l'heure, on a un catalogue de 160 formations. Donc c'est un catalogue quand même assez large. On est sur des métiers très variés. Je vais vous donner quelques exemples. Mais ils ont une spécificité, c'est qu'on est sur des secteurs pénuriques. Donc par exemple, on a des formations sur le secteur médico-social, la petite enfance, le service à la personne. On a des formations dans le secteur de l'artisanat, donc des métiers du bâtiment, la plomberie, l'électricité. Des formations, on en a parlé dans le cadre de Top Skills, sur les métiers plus créatifs, donc l'art floral, la mode, etc. Mais on a aussi des formations sur la fonction publique, pour préparer au concours de gendarmerie, police vous nationale, avez même ça? D'accord. Gardien de la paix. Même pour la police, gendarmerie, vous avez ça? D'accord. Et également sur les métiers du numérique, qui sont de plus en plus demandés. Et donc, avec ce catalogue, on forme à plus de 300 métiers qui ont cette spécificité, c'est des métiers de proximité, du service, sur lesquels, qui sont en situation de pénurie sur le marché du travail. Et alors, question difficile, je sais que vous avez de tout, 30 000 effectivement apprenants chaque année, c'est conséquent, mais vous avez quand même des tendances qui se dessinent au niveau des métiers, des formations qui sont demandées? Des tendances ou pas? Oui, complètement. Si on prend notre top 10, si je peux l'appeler comme ça, on est principalement effectivement sur des métiers liés à la filière sanitaire et sociale notamment. Donc si je prends l'exemple du CAP, accompagnement éducatif et de la petite enfance. Donc effectivement, ce sera nos tendances en termes de formation. Mais comme le disait tout à l'heure Fares, tout ce qui est lié aussi aux métiers plutôt manuels. On peut recueillir le CAP électricien ou encore même le BTS diététique sur la partie bien-être. D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a enfin ou pas un changement de regard concernant l'apprentissage en France? On sait qu'en Allemagne, ça a toujours été primé, ça a toujours été vu de manière positive. En France, on a ce souci. Souvent, on a quand même le sentiment que, tiens, tu vas faire ça, et que les gamins ont l'impression que c'est une voie de garage, alors que pas du tout. Ce sont des métiers nobles, ce sont des métiers intéressants, ce sont des métiers en plus où on a besoin de ces métiers, où très souvent on gagne bien sa vie. Vous parliez tout à l'heure de plombier, d'électricien, on peut rajouter serrurier même. C'est des métiers où on peut gagner très confortablement sa vie, parce qu'on a toujours besoin d'un bon serrurier, d'un bon plombier. Et effectivement, ça, vous avez le sentiment qu'on change de regard, ou il y a encore beaucoup de travail à faire? Qu'est-ce qu'ils vous disent les élèves qui viennent vous voir? Alors depuis plusieurs années, l'apprentissage, c'est quelque chose quand même qui a décollé en France. On a à peu près 1 million d'apprentis alternants en France chaque année. Donc c'est quand même conséquent, bien sûr. Entre guillemets. Sur nos métiers, donc nous, sur notre catalogue, on couvre des formations qui vont du CAP au Bac+3. Donc on a parlé de ces métiers manuels. Sur ces métiers, il y a une forte demande, notamment une forte demande de tout le tissu TPE, PME, très local, très ancré. Qui ont aussi besoin, qui ont envie et besoin d'apprentis pour rejoigner leur entreprise. Et dans ce cadre-là, ce
ce qu'on permet avec la formation du coup à distance, c'est en fait de permettre l'accessibilité pour tous, donc quelle que soit la zone géographique. Donc c'est-à-dire on n'est pas dans le cadre d'un centre de formation des apprentis qui est loin du lieu de travail, loin de l'entreprise, et donc qui rend difficile cet accès. Et la deuxième chose, c'est de la flexibilité. La flexibilité pour l'apprenant et la flexibilité pour l'entreprise. Donc en fait, le rythme d'apprentissage n'est pas imposé, il est co-construit avec l'entreprise et l'apprenant. D'accord. Et c'est quel rythme de manière générale? C'est globalement, il faut à peu près 25% du temps en formation, 75% en entreprise. Donc c'est vraiment quelque chose qui est demandé des apprentis. Après, il y a quand même des critères d'éligibilité. Donc dans la majorité des cas, ce sont des jeunes, donc il faut avoir moins de 30 ans. Mais c'est quelque chose qui est demandé, puisque ça leur permet à la fois d'avoir on va dire, les compétences théoriques pour réussir leur diplôme, mais en même temps tout de suite une mise en pratique. Et ça, c'est important pour eux, pour préparer leur employabilité future et pour demain se différencier sur le marché du travail qui est également tendu. Partie pratique, forcément, partie théorique. Du coup, je me retourne vers vous, vers toi, Alissa. Du coup, il faut les dessiner particulièrement, ces formations. Il faut qu'elles restent dense, mais pas trop longue. Il faut qu'il y ait une partie ludique, je ne sais pas. C'est notre rôle, je dirais, de rendre la formation ludique, effectivement, engageante, et de pouvoir varier quelque part les modalités pédagogiques. Donc, je nous appelle plutôt les architectes de la formation. À partir d'un référentiel de formation, on va pouvoir effectivement se mettre, en fait, tout d'abord à la place de l'apprenant, pour lui donner du sens à son parcours et venir construire en variant, effectivement, ces différentes modalités. On peut, par exemple, commencer par une vidéo d'un expert, une interview, pour vraiment mettre l'apprenant dans le sujet et lui présenter en fait ce qu'il attend, l'engager aussi quelque part, ensuite enchaîner avec un questionnaire diagnostic notamment pour recueillir ces différentes questions ou même les compétences en fait qu'il a déjà en lien avec ce métier. Et là, on va venir articuler la formation en mettant quelques cours effectivement, mais également des vidéos avec des gestes pratiques. Je pense notamment à nos métiers manuels, où l'objectif c'est de préparer l'apprenant et de lui proposer vraiment un parcours granularisé en fonction de ses besoins. Comment on combat l'isolement dans ces cas-là? L'apprenant n'est pas seul. D'accord. Donc il va le rappeler. Exactement. C'est de mettre à la place d'un apprenant, je me dis tiens, je vais commencer une formation demain, je vais aller voir. Exactement. Donc il y a différents. Comment on fait pour ne pas décourager? Comment on combat l'isolement, tout ça? Bon, j'imagine qu'on peut vous contacter. Exactement. Non, mais c'est exactement ça. En fait, il y a différentes modalités pédagogiques. Donc, certes, l'apprenant, il a accès à notre plateforme à distance. Donc là, il est libre. Il peut suivre le parcours à son rythme. La plateforme est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ensuite, en parallèle de ça, on a des classes virtuelles qui sont animées par nos formateurs. Donc, ce sont des classes virtuelles qui sont en live ou disponibles en replay. Et ensuite, on a aussi des ateliers pratiques ou des projets, notamment ce qu'on a pu discuter dans le cadre de TopSkill, qui est un projet collectif qui permet de... Mais du coup, l'atelier pratique, il se fait toujours en ligne, bien sûr, mais l'apprenant reste à la maison. Est-ce qu'il peut y avoir des lieux où on se rassemble pour certains événements ou pour certaines il peut venir dans nos locaux, en fin de compte, à Montrouge. Et puis, dans le cadre, pour rester sur le cadre de TopSkill, on a pu réserver un lieu en amont qui a pu être visité par nos formateurs. Donc, l'apprenant a pu se projeter. En fin de compte, il va pouvoir réaliser aussi la veille quelques ateliers pratiques dans le lieu pour un peu préparer cette scénographie, quelque part, de savoir exactement en termes de décor floral, de quelle manière ça va se présenter, de pouvoir peaufiner aussi quelques détails le jour J. Il y a un autre élément important là-dessus, c'est que l'apprenant n'est pas seul. On a parlé de ces instances et séances collectives, mais il a aussi un accompagnement sur mesure avec un coach qui lui est dédié. Et ensuite, il a accès sur demande à des permanences. Vous parlez de la prise de confiance, de la confiance en soi. Il y a un moment... j'imagine que des profils différents, que des parcours différents, mais il y a aussi des fois besoin d'un petit peu de coaching pour que... Exactement. Il suffit des fois de quelques mots, de quelques gestes pour que la personne reprenne confiance. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc là, dans ce cas, il est suivi par un coach qui va l'accompagner sur la méthodologie, sur la confiance en soi, qui va l'aider à organiser son rythme d'apprentissage. Et ensuite, si on va être sur des thématiques plus spécifiques au contenu pédagogique, il aura accès, il pourra également prendre rendez-vous sur des créneaux individuels avec nos formateurs. Bien formé, bien orienté, on l'a compris. Comment ça se passe après quand on entre vraiment dans le dur, quand il faut aller vraiment trouver un job et qu'il faut aller se présenter? Est-ce que là aussi, du coup, vous arrivez à les accompagner?
Oui, complètement. Déjà, sur notre plateforme, on leur met à disposition, en fin de compte, des offres d'emploi ou même des offres de stage. On peut avoir quelques partenariats aussi en fonction des secteurs. Et en parallèle, ils ont également des classes virtuelles, en fin de compte, sur ces thématiques. Ils ont également des contenus accessibles sur notre plateforme. Bon, comme on le disait tout à l'heure, 24/24, 7 jours sur 7. Où on va venir les accompagner, effectivement, petit à petit, progressivement, et venir répondre à leurs interrogations, les préparer aussi à ce tremplin vers l'emploi, les préparer au maximum, venir avoir des simulations d'entretien s'il le faut. Pour on arrive, c'est facile de dédramatiser l'entretien tant qu'on n'a pas... Bon, il faut en manger, il faut en faire, mais c'est vrai qu'il faut y aller comme si on n'avait rien à perdre. Et en même temps, se montrer intéressé, c'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver. C'est un bloc, c'est des modules de formation qu'on a. Ça s'appelle le module retour à l'emploi. Donc on les prépare à réaliser leur CV, à rédiger leur lettre de motivation et ensuite à se préparer et réussir leurs entretiens. Et ensuite, en complément, on a également un réseau de 4000 entreprises partenaires pour l'insertion professionnelle. Vous avez volé ma question. Pareil, c'est pas vu ouvrir la bouche, il a fait je vais dire avant toi, 4000. Oui, parce que je me disais, en un quart de siècle, on va bientôt 25 ans d'existence, j'imagine que vous avez concocter un petit Exactement, on a un tissu local qui permet le retour à l'emploi et aussi d'accueillir nos apprenants pour leur stage. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais dans le cadre d'une formation, on a également de la pratique qui est faite lors des stages. Par exemple, si on prend un CAP, en général, on a 500 heures de formation théorique, mais on a également 500 heures de stage pour la mise en pratique directement au sein des entreprises. Comment vous réévaluez chaque année justement toutes ces formations? Parce qu'il y en a un paquet du coup. Complètement. Mais on a besoin de les revoir année après année ou quoi, une fois tous les 5 ans. Et en même temps, j'imagine qu'avec l'apport du numérique et puis les différents besoins, il y a peut-être moyen à chaque fois de réajuster. Complètement. On est effectivement sur une amélioration continue de nos contenus. Pour cette partie, on va se baser sur différents critères. Je pense notamment à nos enquêtes, parce qu'on envoie des enquêtes à nos apprenants 6 mois après leur inscription et également 12 mois après leur inscription. On les suit vraiment, on a un tableau récap de tout ce qu'il faut. Sur cette partie-là, on s'inspire également des réclamations qu'on peut recevoir. On peut aborder ce thème. Pour nous, c'est des axes d'amélioration. Et pour finir, on a également donc, les référentiels de formation donc là, qui permettent effectivement de venir réadapter une formation et de la mettre à jour. Là, comme le dit Alissa, on est sur la partie amélioration continue de notre contenu. Et ensuite, par rapport à ta question, en fait, notre catalogue de formation, il n'est pas rigide. On parle de 160 formations aujourd'hui, on en avait 180 il y a quelques mois, on en aura 170 bientôt. En fait, notre catalogue de formation, il y a un travail qui est fait en continu entre les équipes pédagogiques, les équipes marketing, et notre enjeu, c'est d'avoir une offre qui réponde au maximum aux besoins du marché, aux besoins des apprenants et aux besoins des entreprises. Avec la dimension et la donnée intelligence artificielle, est-ce que ça, du coup, ça peut bousculer justement votre offre éducative ou pas forcément sur les métiers sur lesquels vous êtes? Si, tout à fait. On est déjà présent en fait sur les métiers du numérique. Donc on a plusieurs formations sur ce secteur. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des demandes aujourd'hui pour monter en compétence sur les métiers de l'intelligence artificielle. Donc on travaille à enrichir notre catalogue progressivement. Mais au-delà de ça, quand tu parles de l'intelligence artificielle, moi la question qui vient davantage à l'esprit, c'est quel va être l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi. Et nous, on répondra aussi à cette question. Beaucoup de métiers où tu sens qu'ils ont peur. On peut dire les architectes, il y a vraiment beaucoup de métiers, même les monteurs vidéo. C'est vrai que tu as des outils aujourd'hui, l'intelligence artificielle, qui mettent pas en péril, mais tu sens qu'ils vont redessiner, qu'ils vont bousculer certaines industries, quoi. Ce qui est sûr, mais après, comme toute révolution, il y a des évolutions. Et donc, ce qui est sûr, c'est que les métiers d'il y a 100 ans, d'il y a 50 ans, d'il y a 30 ans, ne sont pas les mêmes que les métiers d'aujourd'hui. Les métiers de demain seront encore différents. Et donc, nous, notre rôle, c'est de suivre cette évolution du marché et de s'assurer que ces personnes qui potentiellement voudront se reconvertir, aller vers un autre métier, qu'on aura le catalogue et l'offre pour les former, pour les faire monter en compétences et ensuite pour leur retrouver le chemin de l'emploi. Skills & You, est-ce que c'est accessible sur le plan financier? Oui. Mais encore. Non, c'est accessible sur le plan financier. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Ça aurait pu terminer comme ça, c'est arrangé. Oui. J'imagine. On a dit 160 formations, bientôt 170. Et j'imagine que chaque formation a un coût différent. Mais, exactement. En fait, il y a différentes solutions de financement qui sont possibles. Donc, en fonction de la personne, dans son processus d'inscription, il va être accompagné par un conseiller d'études qui va
faire plusieurs choses, l'orienter vers la bonne formation, qui sera en adéquation avec son projet et sa situation personnelle, mais aussi trouver le bon mode de financement. Et donc pour financer une formation avec CNU, on a différents modes. Je pense que tu as entendu parler du CPF, le compte personnel de formation, donc c'est une des modalités. On a également pour les personnes demandeurs d'emploi des financements France Travail. Pour l'alternance, il y a des solutions de financement via les OPCO et également une spécificité qu'on n'a pas mentionnée tout à l'heure, un alternant est rémunéré pendant sa formation, donc ça c'est quelque chose aussi d'intéressant. Et ensuite, pour les personnes qui se retrouveront dans un cas d'autofinancement, là on propose d'échelonner les mensualités pour que celles-ci en fait se situent quelque part entre 50 et 100 euros maximum par mois. D'accord. Et donc on aura un échelonnement sur 2-3 ans. J'ai eu mes chiffres. Comment ça se passe en termes d'emploi du temps? J'imagine que c'est assez dense parce qu'il y a la partie technique, il y a la partie pratique. Est-ce qu'il y a même d'autres élèves qui arrivent à dégager du temps pour travailler à côté, pour avoir plus d'argent? Parce qu'on sait que le quotidien des apprenants, le quotidien des étudiants, de manière générale, est assez compliqué en ce moment en France. Comment ça se passe? Sur cette partie, on sera vraiment sur un planning sur mesure, en fin de compte, qui sera co-construit avec l'apprenant en fonction de ses disponibilités. Je pense notamment à des publics en reconversion professionnelle qui parfois peuvent quand même avoir leurs heures de travail en parallèle ou peuvent bénéficier d'une diminution, un certain temps partiel en fait sur cette partie. Et nous, de notre côté, on va pouvoir venir axer en fin de compte et... On en revient à la flexibilité. Non, mais c'est exactement ça. Voilà. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est accessibilité pour tous et une très grande flexibilité. Un demandeur d'emploi, son objectif sera sûrement normalement de retrouver le chemin du travail le plus rapidement possible. Donc là, on va être sur des rythmes d'apprentissage de 25-30 heures par semaine et l'objectif sera en 4 à 6 mois qu'il obtienne son diplôme et qu'il puisse très vite exercer. Une personne, comme le citait Alissa, qui est en reconversion professionnelle, qui est salariée, qui a une vie personnelle, dans ce cas-là, en fait, on va alléger et ralentir le rythme et la formation peut durer jusqu'à 2-3 ans, si besoin. L'objectif, c'est d'accompagner toutes ces personnes, quelle que soit leur situation, vers leur projet. Et ensuite, on s'adapte au rythme de l'apprenant. Si on veut venir vous voir physiquement, on peut venir à Montrouge, c'est ça? Exactement. Vous serez là tous les deux pour accueillir les futurs apprenants. Je n'ai pas donné la date, effectivement, pour le concours Top Skill. Est-ce qu'il y a une date de définie déjà ou pas encore? Oui, bien sûr. Ce sera le 27 mars prochain. 27 mars prochain. C'est demain. Ça va arriver très vite en tout cas. Écoutez, d'ailleurs, vous êtes avec l'équipe. Je peux encore m'insérer dans le jury ou pas? C'est un mec qui connaît rien du tout à la mode, à la créa. Ça va être totalement n'importe quoi. Toi, t'as 10. Toi aussi, t'as 10, parce que je trouve que aussi. Plutôt, t'as 10. Mais vous avez tous gagné, en fait. Donc, avec moi, je crois que vous n'allez pas vous en sortir, à mon avis. Mille merci à vous tous les deux. Merci beaucoup, Alissa Kuttmann, responsable de pôle pédagogique de Skill & New, et Fares Arab, qui est directeur marketing commercial et membre du CODIR de Skill & New. Merci à tous les deux. Merci Patrice. Croise les doigts bien sûr pour cette nouvelle manifestation, ce nouvel événement de Top Skill. Excellente journée en votre compagnie.